Il y a une fissure dans toute chose, et c'est ainsi que rentre la lumière. Bon, c'est pas de moi, c'est de Leonard Cohen. Moi, je suis Enzo Colucci, et tu écoutes la 4e saison de Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Ensemble, un mardi sur 2, viens prendre ton shoot de motivation avec des témoignages inspirants de personnes qui ont fait de leurs échecs une source d'inspiration. Pour s'émanciper de cette peur qu'on a d'échouer, il faut changer notre état d'esprit. Et c'est pas avec un e-book gratuit en 5 étapes que ça va se régler cette histoire. Donc je te rassure, mais t'as déjà dû le sentir, ici c'est ambiance à la cool. On se prend pas la tête et on n'est pas là pour donner des leçons. Le but du podcast, c'est justement de montrer qu'on est tous vulnérables et qu'on traverse tous des périodes de merde dans nos vies. Mais que c'est tout à fait possible de s'en relever. Alors j'espère que tu vas kiffer l'épisode. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex from Montréal. Salut Alex. Salut Enzo, ravi d'être là. Je vais essayer de faire mon meilleur accent québécois. Donc trop cool Alex, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'avant qu'on commence, tu peux rapidement te présenter pour les gens qui écoutent ? Avec plaisir. Je suis entrepreneur, expatrié à Montréal. Expatrié pas à 100% parce que j'ai grandi une bonne partie de ma vie au Canada. J'ai 35 ans, donc j'ai fait à peu près la moitié de ma vie au Canada, Amérique du Nord, et la moitié de ma vie en France. Et je suis revenu ici en fait il y a 7 ans environ. Et j'opère un groupe d'agences marketing et un incubateur qui est en construction. Et puis, parmi les autres trucs sympas à dire, je suis un des cofondateurs de la Fédé française de la loose, qui est un média humoristique qui prend à revers le fait de commenter le sport français en célébrant les défaites plutôt qu'en célébrant les victoires. C'est une page, je suis ultra fan, surtout en tant qu'ancien sportif. Je me tapais tellement des barres quand c'est l'époque de Roland Garros ou n'importe quoi. Vous êtes vraiment monstrueux. Et pour la petite anecdote, c'est comme ça du coup que tu as accepté de venir sur le podcast, vu que cet été, on avait les JO 2020, en 2021 donc. Et tu avais fait un post LinkedIn très très drôle sur le classement des meilleurs 4e, donc des meilleures médailles en chocolat. C'était très très bon. Et du coup, c'est top que tu as accepté de venir suite aux petits commentaires sur ton post. Écoute, avec plaisir. Et donc, on va parler d'échecs. On va parler d'échecs, et juste avant qu'on parle d'un de tes échecs que tu as vécu, est-ce que toi, tu peux nous donner, Alex, ta définition de l'échec ? Comment tu vois l'échec aujourd'hui ? C'est une très bonne question et j'avoue que je me l'étais jamais vraiment posée. Mais je pense que il peut y avoir une double définition en fonction de comment on se positionne en fait. Un échec, ça peut être perçu comme un frein à son développement parce que un coup d'arrêt, un moment compliqué, ça peut aussi être perçu comme quelque chose de nécessaire pour être capable d'avoir des vrais apprentissages dans la vie et d'avancer. Et puis, personnellement, en fonction de différentes périodes de ma vie, je pense qu'il y a des moments où les échecs, je les ai mal vécus et que ça a été des vrais freins et que ça m'a ralenti. Il y a des moments où j'ai su en fait prendre les échecs de façon plus positive et en faire des forces. Donc voilà, je sais pas si ça répond à la question, mais ce serait ça que j'aurais à dire. Si, c'est une très bonne réponse. Chacun a sa vision de façon de l'échec. C'est ça qui est important, je trouve, de partager avec tous ceux qui nous écoutent. Écoute, Alex, très belle définition. Aujourd'hui, on va, comme d'hab, j'introduis, puis après, je vais te laisser la parole. Aujourd'hui, on va parler, c'est la première fois qu'on en parle dans le podcast, d'une forme d'échec. Donc toi, rapidement, si je contextualise, à l'époque, tu as 17 piges, tu as des envies, comme tout le monde à cet âge-là, d'indépendance. Tu veux partir du foyer et tu as envie de faire ta petite vie. Et finalement, cette envie d'indépendance, elle ne s'est pas si bien passée que ça, quoi. Exactement. On peut parler un peu d'un faux départ. C'est vraiment marrant quand tu m'as posé la question de choisir un échec. J'ai trouvé ça intéressant, c'est presque thérapeutique en fait, parce que c'est pas une question qu'on se pose très souvent, à moins qu'on soit un joueur de tennis professionnel français. Donc c'est sûr qu'on fait face à tous des challenges, à des difficultés à nos niveaux, à nos propres niveaux. Mais savoir quel est l'échec qui a été le plus marquant et qui a vraiment influencé la suite des choses, je trouve que c'est vraiment pas évident. Et puis c'est particulièrement pas évident pour moi parce que je pense que je fais partie des personnes qui ont été plutôt privilégiées à tous les égards. J'ai grandi dans un cadre familial sain, j'ai pas eu de difficultés financières particulières, etc. Donc j'ai réfléchi à tout ça, j'ai décidé de te raconter l'échec de mon faux départ
soit la transition un peu de la vie d'enfant, ado, à la vie professionnelle, d'indépendance, d'autonomie. Et pour plein de gens, cette transition, elle est naturelle ou elle arrive de façon un peu forcée. Moi, c'est quand j'ai choisi de quitter le nid familial pour aller faire mes études à l'étranger, en l'occurrence au Canada, et c'était un retour aux sources puisque j'avais grandi là-bas. Donc, je vais te filer un peu de contexte. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai grandi en Amérique du Nord, et puis en grande partie au Canada, mais aussi aux USA. Et puis, j'ai eu un retour en France à 15 ans environ. Donc à ce moment-là, j'étais au Texas, à Dallas. J'avais un peu la vie américaine de rêve. J'avais une petite amie qui était cheerleader. J'avais une maison avec une piscine, un panier de basket. Il faisait 30 degrés, il faisait beau tout le temps. Et du jour au lendemain, en gros, c'est région parisienne, RER A, grisaille, insécurité, etc., etc. La copine américaine qui trouve un joueur de lacrosse et qui passe à autre chose assez rapidement. Et moi qui me retrouve en France. Et en gros, à ce moment-là, je me dis, il faut absolument que je retourne en Amérique du Nord parce que ma vie a changé et je ne l'accepte pas. Donc pendant 3 ans, ensuite, c'est un seul objectif, c'est de partir. Et tout le monde était un peu au courant, mes parents, mes potes français, ce qui devait être bien relou d'ailleurs pour pour tout le monde. Donc je voulais retourner en Amérique du Nord, rebouffer des hot dogs, voilà, les magasins ouverts 7 jours sur 7, tout ça, ça me manquait énormément. Et les USA, c'était impossible parce que ça coûtait trop cher. Et comme j'avais la citoyenneté canadienne, j'ai envoyé des demandes d'application dans des universités au Canada. Donc il y en a une qui m'a accepté à Waterloo, qui sera par la suite surnommée Waterloos pour des raisons évidentes. Et donc départ, comme tu le disais tout à l'heure, bac en poche à 17 ans, fin fond de l'Ontario pour faire mes études de commerce. Donc voilà un peu le contexte. Écoute, c'est pas mal. Moi, je retiens surtout que ta petite copine, elle est partie avec Steve Stifler, le joueur de lacrosse. Pour tous ceux qui connaissent bien American Pie. Non, mais c'est exactement ça. En plus, le gars ressemblait à Steve Stifler. Mais bon, avec du recul, c'était pas marrant à l'époque. Avec du recul, c'est assez rigolo. Mais ouais. Et c'est quoi un petit peu du coup l'événement qui marque la chute de tout ça du coup, genre parce que du coup tu fais tout ce qu'il faut pour repartir. Je pars. Mm-hmm. Et là j'ai découvert que l'herbe est pas toujours plus verte de l'autre côté de la barrière. Donc pourtant j'avais beaucoup déménagé dans ma vie, mais j'ai eu du mal à me faire des amis. J'ai eu des difficultés d'intégration en fait. Je me suis replié pas mal sur moi-même pendant les quelques premières semaines et les premiers mois. Déjà, je suis arrivé dans la résidence universitaire à Waterloo et je me suis rendu compte que tous les étudiants qui, en gros, se connaissaient déjà avaient fait des demandes pour être ensemble dans les chambres et dans les chambres universitaires. Donc, c'était des colloques de 4. Et moi, j'avais un peu été mis avec tous les loups solitaires qui avaient pas fait ces demandes-là. Et comme je venais de France et que je connaissais personne, je me suis déjà retrouvé dans des conditions qui étaient pas ouf. Et puis je me suis mis à rentrer dans un cercle vicieux assez compliqué parce que j'avais 17 ans, j'étais pas prêt. Mal dormir, mal manger, plus aller en cours, se coucher très très tard, se lever très très tard, plus vraiment s'occuper de soi. Je me rappelle que ma mère avait été choquée parce que je lavais pas mes draps pendant plusieurs mois de suite, ce qui était quand même assez dégueu. Donc je suis vraiment rentré dans un cercle vicieux qui était emmerdant. Heureusement, j'avais pas l'âge légal pour picoler, donc j'ai pas pu partir dans trop de trucs. Il y avait juste un de mes colocs qui m'achetait du vin rouge parce qu'il pensait qu'en tant que Français, c'était ça qu'il me fallait. Mais sinon un cercle vicieux. Et en gros, j'ai passé 8 mois là-bas et ça a été un peu une perte de confiance en soi sur 8 mois de suite, des mauvaises notes. Bref, tout n'allait pas très bien. Et puis honnêtement, j'étais en mode pilote automatique à ce moment-là parce que c'était la première fois, comme je te disais tout à l'heure, je venais plutôt d'un cadre très privilégié, très protégé, que je vivais des difficultés comme ça où pour moi en fait ça n'allait pas m'arriver. Donc j'ai eu des difficultés à accepter ça. Et puis heureusement à ce moment-là, justement ma famille a bien senti le truc et en gros ils ont tranché pour moi et ils m'ont foutu sur un vol retour. Et je suis rentré au pays un peu honteux parce que premièrement mes parents m'avaient aidé à payer ses études
Deuxièmement, mes potes français avec qui j'avais dit pendant 3 ans que tous les jours que je me barrais, bah, ils m'ont vu rentrer et je pense qu'ils ont pas pu s'empêcher d'avoir un peu un sourire en coin en mode bon bah voilà. Et donc à ce moment-là, je suis un peu un drop-out pourri gâté à qui la vie a donné beaucoup et qui a trouvé le moyen de se savonner la planche. Et drop-out aux US, ça peut être cool, un peu comme les Bill Gates et les Zuckerberg qui étaient pas assez stimulés par leur cours et qui quittent pour monter une boîte. Moi, c'était plus que j'avais juste losé, quoi. Donc voilà. Et ouais, ce que j'allais te demander, tu l'as dit, du coup, tes parents ont pris les devants et t'ont foutu dans un vol retour. Est-ce que toi, du coup, pendant toute cette période-là, là, les 8 mois où t'es en gros manque de confiance, où rien ne va et t'es dans ta spirale infernale négative, il y a qui autour de toi pour te soutenir? Parce que physiquement, j'entends, parce que tu dois, peut-être, donc tes parents t'appellent, ou t'as des potes comme un peu sur place, mais comme tu dis, tu te recroquevilles un peu sur toi-même, tu sors peut-être aussi moins. T'as qui un peu autour à ce moment-là qui t'épaule, qui te soutient, qui essaie de te remotiver? Moi, j'ai une ou deux personnes que j'ai rencontrées là-bas qui, quand même, étaient suffisamment sympas pour faire attention. Mais bon, après, faut imaginer qu'à cette époque-là, on est en 2004, donc c'est carte internationale pour appeler, il n'y a pas de smartphone, donc en termes de lien avec l'Europe et donc ma famille, etc., bah, c'est très très limité. Sur place, il y a quelques personnes, mais je pense aussi que quand on est dans ces phases-là, on se referme sur soi-même et c'est une prophétie autoréalisatrice parce que bah, on se referme sur soi-même, on est probablement moins sympa, on crée moins de liens, on se fait moins d'amis et puis après ça s'auto-nourrit en fait. Donc la réponse c'est pas tant que ça. Je me rappelle notamment au Canada, aux US, c'est pareil, l'action de grâce ou le Thanksgiving, c'est un moment super important. Je me rappelle notamment d'un week-end où absolument tout le monde était rentré dans sa famille et moi, n'ayant pas de famille sur place, j'avais passé 4 jours dans la résidence universitaire vide en mode I am legend, sauf que j'avais pas de chien. Et donc en soi, c'est pas grave, il y a des choses bien pires dans la vie, mais c'était juste compliqué pour un gars de 17 ans et donc j'ai perdu confiance en moi et heureusement mes parents l'ont spoté suffisamment tôt et ils m'ont fait rentrer. Et là, j'ai eu quand même je sais pas si c'est de la chance, mais j'avais quand même quelques copains en France qui, à ce moment-là, ont intervenu. Notamment, il y en a un qui était en classe prépa à Paris, dans une prépa qui s'appelle Saint-Michel de Picpus. Lui, il s'entendait bien avec le directeur. Et normalement, quand t'es drop-out, tu re-rentres pas en prépa. C'est très compliqué. Donc, il a fallu que lui, il aille voir le directeur de cette prépa. Lui s'appelle Nicolas Lemaître, que je salue bien bas. Et puis, le directeur de la prépa, qui est un formidable gars, s'appelle Monsieur Fourage. Il a quand même décidé de se dire, bah tiens, c'est pas parce que ce gars-là, il a foiré sa première expérience post-bac que je vais pas le laisser rentrer. Et donc, ils m'ont laissé m'inscrire dans cette prépa et rentrer dans cette prépa, ce qui était cool. Au début, c'était pas évident parce que j'avais des 0,5 sur 20 en maths comme tout le monde, et donc pour la confiance en soi, on repassera. Et puis c'est un univers assez cassant, la prépa en France, parce qu'on utilise justement un peu l'échec pour stimuler, pour provoquer finalement. Mais alors que t'es pas forcément prêt à cette époque-là, comme tu dis, t'as déjà un manque de confiance, c'est la période de ta vie, bac, post-bac, comme tu dis, à 17 ans, où t'en as un petit peu rien à foutre de tout, quoi. Si t'es pas hyper cadré, que tu sais pas où tu veux aller, t'attaches pas trop d'importance à tout ça, encore moins dans les notes. ah, exactement. Et l'avantage quand même, c'est que ça m'a offert un cadre qui était strict en fait, et peut-être nécessaire à l'époque. Et donc moi, je suis pas un fervent défenseur, classe prépa, voie royale, il y a que ça, etc. Mais pour des jeunes qui sont friables, pas assez mûrs, un peu comme je l'étais, je pense que ça peut être une alternative pertinente. T'as raison, en revanche, ça peut aussi être à double tranchant si on se fait trop casser. Donc moi, Ouais, ça peut être qui tout double. exact. Mais moi, ça a été double parce que en fait, du coup, tous les matins, je me posais pas de questions. Je devais y être. Je veux dire, il faisait les présences. Il y avait 40 autres personnes. Il y avait un côté. Comme j'étais quand même assez compétitif, je pense que ça a réveillé en moi une forme de compétitivité qui a fait que finalement, c'était ce qui me fallait. Et puis je pense aussi que ayant fait un premier échec d'un an, en gros, je savais que c'était si je ratais une deuxième fois, ça allait se compliquer de plus en plus en fait. Donc Mhm.
Donc voilà. Ouais, c'est pas évident. Puis du coup, je reviens aussi à ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on se rend pas compte aujourd'hui. On a tellement d'outils technologiques, mais là, tu remontes à ça il y a presque 20 ans en arrière. Il y avait pas WhatsApp. Il y avait pas, comme tu dis, genre pour ceux qui écoutent, qui ont pas connu ça, genre les crédits de téléphone. T'envoyais masse de textos, ça te coûtait une burne par texto. Exact. T'avais pas de forfaits internationaux comme on a aujourd'hui ou ce genre de trucs. Donc ouais, ça devait pas être évident d'être épaulé et d'avoir du soutien psychologique tout le temps quand t'étais là-bas. Et donc l'élément déclencheur, c'est un peu ça, quoi. C'est donc bon, ce coup de pied au cul. Enfin, déjà tes parents qui t'en mettent un premier, qui disent bon allez c'est fini les conneries, on revient à Paris et on se remet un peu dans le droit chemin. Donc ton pote plus cette personne qui te donne ta chance dans l'école, qui te redonne un cadre avec la prépa. Et donc après là, qu'est-ce qui s'ensuit à ce moment-là? Qu'est-ce qui change dans ton attitude? Comment est-ce que tu regagnes confiance en toi et quelles sont les belles choses qui arrivent après ce premier coup d'éclat, cette première résurrection, si je puis dire? Bah, en fait, je pense le fait d'avoir quelqu'un qui, à ce moment-là, croit en toi, qui est un peu inattendu, parce que ta famille croit en toi. Je veux dire, si tu as des bonnes relations familiales, ils sont toujours un peu là, mais le fait qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur qui n'a un peu rien à voir avec le cocon familial, ou alors qui croit en toi et qui te donne ta chance, je pense que ça peut aussi faire un petit déclic. Donc ça, je le dis parce que autour de nous, on a tous quelqu'un en ce moment qui est en train de galérer et qui le verbalise probablement pas bien, et qui peut-être ose pas. Et on est dans le flow, donc peut-être qu'on se rend pas compte des signes de ça. Et je parle pas de choses graves nécessairement, de gens qui sont vraiment au bout du rouleau, mais je parle juste peut-être de gens qui sont en difficulté et avoir la capacité de prendre le temps de se rendre compte de ça et de filer le petit coup de pouce. Et le petit coup de pouce, c'est pas nécessairement faire rentrer quelqu'un dans une prépa, mais ça peut être prendre un café 30 minutes avec quelqu'un et puis échanger et puis faire des compliments à quelqu'un. C'est quelque chose qui est, je pense, peut avoir un impact assez important. En tout cas, pour moi, ça a eu un impact assez important à ce moment-là parce que j'avais pas envie de décevoir cette personne qui m'avait donné une deuxième chance. Donc je le mentionne parce que je pense qu'on a probablement tous un rôle à jouer, surtout les personnes qui ont confiance en elles et qui sont dans des phases de leur vie où ils sont en mesure d'aider les autres en fait. Donc voilà. Et puis après j'ai un peu fait l'analyse de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce faux départ, à part le fait que j'étais un peu un petit con à cette époque-là et que c'était probablement la principale raison. Mais il y en a une qui est ressortie. Il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est ressortie, c'est que je pense que je suis pas parti pour aller quelque part de précis. Je suis parti pour partir en fait, ou pour fuir un truc que je pensais que j'aimais pas. Puis finalement, en fait, j'ai été très heureux à Paris les 10 années qui ont suivi, parce que j'ai trouvé ça génial de vivre ma vingtaine à Paris. C'était un lieu rempli de culture, de soirées, bref, la vie étudiante à Paris, c'était vraiment cool. Et à l'époque, j'étais parti pour partir en fait. Donc déjà, le premier truc, c'est quand on prend une décision dans la vie, est-ce qu'on la prend par défaut ou est-ce qu'on la prend pour fuir autre chose ou est-ce qu'on la prend parce que c'est ça qu'on a envie de faire? Mais c'est le cas dans tout. Je veux dire, si on décide d'avoir un enfant, est-ce qu'on décide d'avoir un enfant parce que ça va pas top dans notre couple et que ça va redonner un coup de boost, ou alors est-ce qu'on décide d'avoir un enfant parce qu'on a vraiment envie d'avoir un enfant et qu'on a du temps à donner à cet enfant? C'est pareil un peu dans tous les aspects de la vie. Donc ça, je pense, c'est un truc que j'ai appris à ce moment-là, que je verbalisais pas, mais que je verbalise aujourd'hui. Ensuite, je pense que il y avait clairement un problème de maturité. J'avais la chance d'avoir des parents qui étaient hyper à l'écoute de qu'est-ce que mon enfant a envie de faire et je vais essayer de l'aider à atteindre ses objectifs. Ce qui est vraiment cool parce que il y a beaucoup de parents qui sont dans le contrôle et dans le fait de dire attends non, tu vas pas partir au Canada, tu vas faire ça, point final. Là-dedans, peut-être qu'ils ont presque été ils ont été trop comme ça parce que j'étais pas prêt. Après, je leur en veux pas du tout parce que je pense que ça partait d'une excellente intention, mais j'avais juste pas les épaules en fait pour partir tout seul. Puis après, le dernier truc, c'est, je pense que je savais pas du tout à l'époque et je trouve ça encore difficile aujourd'hui de profiter de là où je suis en ce moment, du moment présent, plutôt que juste dire attends, plus tard ce sera mieux parce que je serai à tel endroit en train de faire tel truc. Et donc en gros pendant 3 ans en France, quand je suis rentré en France, j'ai zéro donné la chance à la France. Pour moi c'était
c'était un pays qu'il fallait quitter, alors que c'est un pays merveilleux avec plein d'avantages. Et comme je lui ai pas donné sa chance, bah, de toute façon, j'aurais jamais pu m'en rendre compte. Donc il y avait une fermeture d'esprit qui a causé tout ça. Et il faut aussi faire preuve d'autocompassion. Je veux dire, c'est pas parce que tout ça que il faut être dur avec soi-même. Je pense que quand on a 17 ans, on a le droit d'avoir des défauts et d'être fermé d'esprit, mais c'est important de reprendre le recul et de comprendre pourquoi. Donc voilà, si je devais analyser ça, les raisons. C'est très juste, c'est une très belle analyse. Je peux pas revenir sur tout ce que tu as dit parce qu'il y a tellement de choses qui sont très vraies et c'est ouf. Et je retiens un truc que tu as dit avant, dans lequel je me retrouve aussi beaucoup, c'est d'aller chercher, si tu veux, genre ce réconfort parfois auprès de gens qui font pas forcément partie, donc déjà de ta famille comme tu dis, et deux peut-être de ton cercle très proche d'amis, parce que souvent être entouré avec beaucoup d'amour, donc forcément c'est une chance, mais deux, tu prends trop ça pour acquis et tu crois que du coup les gens autour de toi, en fait ils trouvent toujours des solutions où toi t'as peut-être pas forcément, tu les vois pas et t'as peut-être pas envie de les voir et t'as besoin d'une personne extérieure à ça pour te mettre ce coup de pied au cul, te faire ouvrir les yeux, et là tu te dis putain, c'est vrai que si lui il dit ça, il me connaît pas forcément très bien, c'est marrant, comme un peu un psy on pourrait dire, enfin ceux qui vont en voir, c'est pareil, c'est une très bonne chose, hein. Mais c'est vrai que c'est fou d'avoir parfois besoin de cette sollicitation extérieure pour ouvrir les yeux. Je suis très ouvert aux psy, etc. Et j'ai aucun problème pour dire que j'en ai déjà vu et je pense qu'il y a Pareil. un tabou autour de ça qu'il faut briser, même si je pense qu'il est de plus en plus. Le psy, pour moi, il y a quand même un truc de prévu, puis il y a un rapport financier parce qu'on paye le psy. Ce que je trouvais bien dans ce cas de figure-là, et je pense que c'est très pertinent. Donc loin de moi l'idée de dire qu'il faut pas aller voir un psy, au contraire, faut aller voir des psys si vous en avez besoin. Mais c'est d'avoir en fait quelque chose qui n'est pas du tout dans un cadre établi ou financier ou qui est très très spontané en fait, que je trouve assez enrichissant finalement, avoir un Totalement. lien qui naît en fait de quelque chose qui est naturel. Entièrement d'accord. C'est là où tu vois toute la beauté des relations humaines et c'est là où tu en retires toute la force. C'est très très vrai. J'ai une autre question du coup pour toi sur l'Alex du coup de l'époque justement de 17 ans. Qu'est-ce que tu lui donnerais si tu avais 3 conseils à lui filer là, si tu pouvais revenir en arrière au moment de Montréal, au moment où ça allait vraiment pas, où tu étais au fond du seau, où tu étais dans cette spirale infernale, si tu avais 3 conseils à lui donner, ce serait quoi? Alors, le premier, c'est clair, c'est reste pas avec la copine américaine parce que tu vas te brûler. Non, mais je pense que ce serait ça le conseil principal, un peu ce que je disais juste avant, c'est il y a du bon dans chaque situation et si tu il y a beaucoup de choses qui sont une question de perception et donc le fait de pas donner la chance à un endroit ou à un moment ou à une expérience entrepreneuriale ou une relation parce que on rentre dedans avec des a priori, c'est accepter qu'on va se priver de tous les bénéfices ou de tous les apprentissages potentiels de cette situation. Et donc, donc c'est très appauvrissant d'avoir une attitude comme ça. Et je pense que moi j'étais quelqu'un qui était assez sûr de lui, ce qui fait que j'avais ses préjugés ou ses idées arrêtées sur des situations, et donc ça m'a privé justement de passer 3 ans où j'aurais pu passer 3 belles années en France, et ça m'a fait passer trois ans avec un espèce de chape de plomb, et aujourd'hui j'essaie d'éviter à tout prix ça dans ma vie de tous les jours avec les différents rôles que je peux avoir, ma vie de famille, etc. Parce que il y a du bon dans chaque situation et on peut passer une vie en fait à choisir de pas le voir. C'est assez cliché ce que je dis, mais Très j'y vrai, crois hein. beaucoup. Je partage totalement ce que tu dis. C'est vraiment une question de perception, encore une fois. C'est une question d'état d'esprit. À toi de voir si tu veux justement voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et ça, c'est un travail, je pense, sur soi qui est pas évident, un travail de confiance, comme tu le disais tout à l'heure très bien, et qui demande un travail perpétuel, hein, sur soi, hein, là-dessus. Hein. C'est jamais acquis, hein, la confiance. Elle peut très vite repartir. Ah, c'est clair, moi c'est quotidien parce qu'aujourd'hui j'ai des beaux discours, mais la vérité c'est qu'il y a des jours où je suis juste pas dedans. Il y a des jours où
Comme dirait le regretté Jacques Chirac, les merdes, ça vole toujours en escadrille. J'aime beaucoup cette phrase. Il y a des jours où les merdes volent en escadrille et tu te dis, ok, c'est naze, tout va mal. Et c'est très dur d'avoir la force pour se dire, non, attends 2 secondes, il y a un apprentissage de fou à avoir aujourd'hui parce que je vais arriver à faire ça et ça et ça. Et donc, il y a des jours où on n'y arrive pas, quoi. Mais c'est pas grave, à la limite, si on y arrive une fois sur 2 alors qu'avant on n'y arrivait jamais, c'est déjà du progrès. Totalement. C'est vraiment de toute façon l'objectif de ce podcast, c'est de montrer que tout le monde sur Terre a déjà vécu des moments de merde, des moments compliqués et qu'on en vivra encore et qu'il faut arriver à l'accepter, à relativiser, même si c'est très facile à dire comme on se le dit là aujourd'hui avec beaucoup de recul. À l'instant T, quand t'as une merde qui te tombe sur le coin du nez, globalement l'odeur elle te fait pas plaisir, mais il faut arriver à prendre du recul dessus et se dire que bah ouais, demain sera un autre jour, demain ça ira mieux et il faut rester en action encore une fois. Donc écoute, très beau témoignage, merci beaucoup pour toutes ces belles choses, Alex. On n'en a pas encore fini ensemble, il nous reste les fameuses questions pour la mention. Question pour la mention. Okay, super. Avec une première question. Yes, bah voilà, on va partir, hein, écoute. Et c'est la mention, parce que là j'ai l'impression de passer mon bac, c'est une mention. Là en gros je peux avoir assez bien, très bien, c'est ça? Écoute, moi, comme le podcast s'appelle Phoenix l'échec menton très bien, moi je trouve que tu vois d'ailleurs ce titre-là c'est fait pour avoir une petite crotte de nez dans la face du système éducatif français notamment, et je trouve qu'en matière d'échec on réussit tous avec la mention très bien. Il n'y a pas d'acier bien, il n'y a pas de bien, on est tous félicitations du jury même s'il faut. Donc je sens que tu vas l'avoir. Ça va vraiment à l'encontre de mes valeurs FF Loose que je suis obligé d'avoir très bien, mais exceptionnellement j'accepte. Je pense que tu vas l'avoir. T'es très bien parti pour depuis tout à l'heure, Alex. La première question, c'est pour toi. C'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie? Ah ouais, carrément. On l'entend moins, ta grande gueule. Le mec balance ça en fin d'interview. C'est quoi les 3 grandes vertus? Ok, bah écoute, Joker. Non, je pense que il faut être ouvert d'esprit. 3 qualités, quoi. Ouais, voilà. Ouais, ok, ouverture. Pour moi, il y en a une qui est l'ouverture. La deuxième qui est, encore une fois, cliché, mais tellement importante pour moi parce que toutes les personnes avec lesquelles je m'entoure, c'est quelque chose que je cherche, c'est la générosité. Pas la générosité, je te paye des coups nécessairement, mais la générosité du temps et le désintérêt, en fait, dans les relations. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense est extrêmement important. Et puis comme troisième vertu, j'ai parlé d'ouverture, j'ai parlé de générosité. Je pense que il y en a une qui est qui est peut-être un peu particulière, mais la cohérence, en fait, d'être capable d'être cohérent avec soi-même et de rester fidèle, en fait, à ses principes, malgré les choses dans la vie qui peuvent arriver, et malgré tout, avoir des principes, les respecter et puis vivre avec une droiture. Donc je dirais ça, mais je suis un peu pris sur le vif là. T'es pris ben écoute, c'est pas mal. Et je vais t'apprendre sans doute un mot parce que surtout la dernière, elle me fait penser à l'épisode 32 que j'ai sorti avec Benjamin Cornet, qui avait été atteint du coup qui a eu une leucémie aiguë et qui m'a appris clairement un mot pour cette question. Il a cité la congruence. Et la congruence, si tu veux, c'est le lien entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et ça me fait un petit peu penser à ce que tu dis là, du coup, cet aspect de cohérence, mais donc de congruence sur la globalité de tous tes actes, tes pensées et tes mots. Très fort, Benjamin Cornet. Donc en fait, mon mot, la cohérence, c'est un peu la congruence du pauvre, quoi. Tu peux voir ça comme ça. la congruence de la loose. Mais écoute, c'est parfait. C'est parfait. On part très bien quand même, Alex. Écoute, génial. Très belle réponse à cette question, totalement improvisée pour toi. Donc très fort d'avoir réussi à répondre comme ça. La deuxième question, c'est est-ce que tu as un bouquin, un livre, une série, un podcast, on va dire un média que tu as kiffé et que tu aimerais partager aux gens qui écoutent? Ouais, je vais parler d'une série parce que c'est lié au sport et j'étais pas du tout un fan de Formule 1 avant.
et je ne suis toujours pas un fan de Formule 1, mais j'ai regardé la série dont tout le monde parle en ce moment, qui s'appelle Drive to Survive, et je la trouve vraiment très intéressante d'un point de vue business, d'un point de vue échec, parce qu'en fait, il y a des échecs en permanence avec des voitures qui ont des moteurs qui pètent et des problèmes de pilotage et des stratégies qui foirent, etc. Et la façon dont les échecs sont gérés, la façon dont on peut continuer à motiver un pilote qui vient de se prendre un mur, et puis le danger aussi qui est lié à ces situations. Je trouve qu'il y a un cocktail explosif en fait dans cette série qui est vraiment assez passionnant. Donc c'est quelque chose que je conseille de regarder, pas juste pour la dimension sport, et je regarde le classement et la dimension drama, mais vraiment la dimension strat, business, échec, management, coaching, etc. On est d'accord que c'est la série sur Netflix, hein ? Exact. Ok Alex, top. Il me reste une dernière petite question. Tu t'es fixé quoi comme prochain objectif ? Ok, bonne question. Écoute, aujourd'hui, je me suis mis dans une situation passionnante où j'ai développé plusieurs entreprises et j'ai un quotidien qui est complètement débile. Et je travaille beaucoup sur ma perception, en fait, de le stress que je peux avoir lié à la gestion du personnel, lié aux situations financières des différentes entreprises, liées à tout ça. Et ma gestion, en fait, de ça et le fait d'être capable de rester positif dans des moments plus difficiles, c'est quelque chose de très important parce que ça affecte directement la vie perso. Et je suis passionné d'entrepreneuriat, j'ai envie de continuer là-dedans, mais j'ai pas envie de me rendre malade et de burn-out à 40 ans. Donc mon objectif en fait des prochaines années, c'est d'être capable de concilier ma passion de l'entrepreneuriat et ma passion du fait de faire plein de trucs et de développer plein de projets, sans aller trop loin et me brûler, parce que je peux avoir une tendance à ne pas écouter les signes et s'en mettre trop en fait. Et ça, c'est une bataille parce que c'est une bataille quotidienne, d'être capable de trouver cet équilibre qui va me permettre d'allier toutes les sphères de ma vie correctement. Donc mon prochain objectif, c'est de le trouver. Et puis je pense qu'il y a plein de façons d'y contribuer, mais j'y suis pas encore. J'ai pas encore réussi à faire ça en fait. Donc voilà. Super. Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite d'arriver à trouver ce bel équilibre, parce que j'avoue que quand t'es un peu work addict et que t'es tout le temps à courir partout avec plein de projets, c'est dur d'allier vie de famille, potes, vie sociale et tout. Mais j'ai plus de potes, hein, ça c'est depuis longtemps. Je rigole, c'est pas vrai. Ok Alex, écoute, trop drôle, trop cool, pardon, pas trop drôle, si t'es quand même très drôle comme mec, mais il me reste un dernier truc, le petit rituel de fin dans Phoenix. Décidément je te prends au dépourvu, mais ça j'adore parce que c'est là où on voit les vrais mecs. Est-ce que t'arrives à résumer tout ce qu'on s'est dit là depuis une demi-heure là en une bonne punchline de fin? Ouais. C'est pas grave de faire un faux départ, parce que si la bonne personne est capable de te donner une deuxième chance, tu vas pouvoir réussir ton second départ. Donc en gros la punchline c'est faux départ n'est pas égal à échec, quoi, ou faux départ égale nouveau départ. Ça me va. Donne-toi toujours une seconde chance. Magnifique. Écoute Alex, trop bien. Merci beaucoup pour ton temps. Super interview, plein de belles choses, plein de belles ondes encore une fois, beaucoup de recul. Je pense que les gens vont kiffer. Beaucoup petit trait d'humour aussi entre deux, donc ça doit être ton côté FFL qui rattrape. Mais top, pour ceux qui te connaissent pas ou qui connaissent pas la Fédération Française de la Loose, allez suivre cette page. Vous allez vous taper des grosses barres, franchement. Et puis Alex, on peut te retrouver, j'imagine, pareil sur LinkedIn, où les gens, s'ils veulent te parler, te rencontrer. Vu que t'as plus de potes, tu vois, ça peut être une bonne idée d'avoir des gens qui viennent te voir. Avec plaisir. Puis, si vous voulez voir des posts sur LinkedIn qui bident, vous pouvez me suivre.
Super. Écoute Alex, merci infiniment, c'était super sympa, merci pour ton temps, tout le meilleur pour la suite pour toi. Et puis écoute, à très vite. Merci Enzo, bravo pour cette initiative de développer ce podcast. Et je pense que c'est super parce qu'on en a tous besoin d'écouter les échecs des autres et puis d'apprendre. Donc un grand merci, puis c'était un excellent moment. Super, merci beaucoup mec, passe une belle journée. Salut. Ciao. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine que ça t'a plu. Et donc ça me fait super plaisir. Bon, maintenant tu connais la chanson. Si tu veux me faire encore plus plaisir et me permettre de faire connaître le podcast, il y a 2 choses que tu peux faire. La première, c'est aller sur Apple Podcast, bon bien sûr si t'as un iPhone, et mettre une note et un avis. Et la deuxième, c'est en parler autour de toi. Tu peux aussi t'abonner à la page Insta Phoenix Podcast, si tu veux suivre les coulisses et me voir dire encore plus de conneries tous les jours. Et enfin, si tu veux m'écrire, c'est avec très grand plaisir. Je suis évidemment sur LinkedIn et je réponds à tous les messages. Donc je te dis à très vite pour encore plus d'échecs et encore plus de motivation.